Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Clément, le responsable de la communication de l'animation du Bivouac. Bienvenue à celles et ceux qui viennent ici pour la première fois. Merci de votre présence. Donc aujourd'hui, on a choisi d'aborder le sujet ô combien important du financement des entreprises et notamment cette fameuse levée de fonds dont on entend tellement parler dans le monde des startups et donc qui est, oui, effectivement, cruciale dans le développement des projets, particulièrement ceux qu'on accompagne ici au Bivouac, mais ça concerne aussi beaucoup d'autres projets. Donc pour nous accompagner aujourd'hui dans cette présentation, on accueille Adrien de Finky, qui est accompagné de Florent, mais qui est un peu souffrant, donc il laisse le privilège à Adrien de parler de leur partie. Donc je vous laisserai parler de votre métier juste après moi. Et puis Johan Ribé, donc du fonds Sofimac, donc qui est un fonds implanté localement, mais qui rayonne au niveau national, peut-être international. Tu nous en diras deux mots tout à l'heure. Donc qui est la partie investisseur. Et Finky s'occupe de la partie accompagnement à la levée de fonds. Et je vais vous laisser parler de votre métier. Ce sera ça le plus pertinent. En tout cas, donc le Flash Camp est un mode de présentation assez court, pratique. On est plutôt sur de l'apport de bonnes pratiques et des choses à faire et à éviter, des retours d'expérience. Et puis surtout, n'hésitez pas à poser des questions. On peut interrompre les personnes qui parlent si on a une question brûlante au moment où on aborde un sujet. Et puis évidemment, après la présentation, il y aura encore quelques minutes à dédier pour échanger avec vous, prendre un premier contact et ensuite se revoir. Et puis il y a quelques rendez-vous déjà de calés donc pour certains d'entre vous avec Finky. Voilà, donc merci de votre présence. Bon Flash Camp. Merci pour l'invitation et pour cette introduction. Bonjour à tous, Adrien Pelletan, cofondateur de Finky. Alors Finky est né comment ? Finky a fait le constat suivant, c'est que dans tous les métiers et principalement dans l'univers du financement, tout passe par les réseaux professionnels. Ces réseaux professionnels, c'est quelque chose que vous construisez dans le temps, qui sont des vecteurs de confiance, qui vous permettent de vous créer des opportunités d'affaires. Mais le problème, c'est que ces réseaux, ils sont souvent limitants, opaques pour beaucoup d'entre vous. Et on a identifié que pour trois parties prenantes, les conseillers en financement, les courtiers, les leveurs de fonds, les dirigeants d'entreprise et les financeurs, cette problématique des réseaux est commune aux trois parties prenantes. Pour les conseillers en financement, donc les courtiers, leveurs de fonds, voire des experts comptables qui se mettent à faire de la recherche de financement, leur réseau, ils construisent leur réseau autour de leur métier et souvent ils se retrouvent limités pour accompagner les dirigeants et pour leur trouver des financements. Concernant les financeurs, à l'inverse des conseillers en financement et des dirigeants, ils sont tellement hyper connectés dans les réseaux de financement qu'ils reçoivent beaucoup trop de dossiers et souvent hors critères d'investissement. Du coup, ils passent beaucoup de temps et beaucoup d'énergie à analyser des dossiers qui ne correspondent pas à leurs critères. Et vous avez les dirigeants d'entreprise, ceux qui créent des startups, ceux qui dirigent des PME, des dirigeants, des repreneurs, des entrepreneurs qui connaissent leurs banquiers, connaissent quelques réseaux de financement, mais très peu finalement, et ils ne connaissent pas tous les outils qui sont mis à leur disposition afin d'être financés. Du coup, on s'est dit, avec Florent, mon associé, qui est ici, on va créer un modèle hybride. Finky va être au cœur de cet écosystème entre les porteurs de projets, entre les conseillers en financement et entre les financeurs. Et on va monter un modèle hybride qui va s'appuyer à la fois sur le digital, qui s'appuie c'est-à-dire sur des algorithmes de matching qui nous permettent de parfaitement identifier quel est le financeur capable de financer ce projet et quel est le conseiller en financement qui a les compétences pour accompagner l'entrepreneur et les bonnes portes d'entrée chez le financeur. Et d'avoir un outil qui nous permet de fluidifier les relations, d'accélérer le process de financement. Et en parallèle de ça, nous conservons l'accompagnement. Il est primordial que le dirigeant soit accompagné dans sa recherche de financement. Et donc, il lui faut quelqu'un, un expert, qui a les compétences, donc un courtier, si on parle de sujet de bas de bilan, un leveur de fonds, si on parle de sujet de haut de bilan. Nous, on s'intéresse à l'ensemble d'un projet de financement pour une entreprise. Quelle est la personne qui est capable de l'accompagner, de structurer sa recherche de financement, d'élaborer la documentation nécessaire à une opération, un pitch deck, faire un business plan, préparer les managements de présentation, accompagner le dirigeant dans les phases de négociation avec le financeur ou avec les avocats pour les phases juridiques,
Donc on a voulu monter ce modèle hybride d'accompagnement basé sur un outil digital et sur un accompagnement avec des experts de proximité qui ont leur réseau local qu'ils ont construit depuis plusieurs années. Donc ça, c'est sur notre modèle économique. Derrière, on va revenir au sujet d'aujourd'hui qui vous intéresse, c'est-à-dire la levée de fonds. C'est quoi une levée de fonds et comment on gère une levée de fonds? Il y a beaucoup trop de dirigeants qui pensent qu'une levée de fonds, c'est très simple. J'ai encore eu une dirigeante vendredi soir qui m'a dit j'entends parler de levée de fonds dans les médias, tout le monde lève des fonds, c'est facile, moi aussi j'ai envie de lever des fonds. En fait, c'est pas si facile que ça. C'est un vrai process qui est chronophage pour un dirigeant et il y a besoin d'accompagnement. Mais surtout en amont d'une levée de fonds, il faut se poser les bonnes questions. Pourquoi on veut faire une levée de fonds? Quel est le projet sous-jacent pour aller lever des fonds? Bon, voilà, on a listé quelques questions qui sont primordiales avant de commencer une levée de fonds. La première, effectivement, c'est de savoir est-ce que j'ai besoin d'ouvrir mon capital tout de suite? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres solutions de financement avant d'ouvrir mon capital, c'est-à-dire du financement non dilutif? Chercher un peu de dette, effectivement, mais il y a peut-être des subventions pour soutenir mon projet. On peut peut-être aller voir la BPI. Il y a plein d'organismes, plein de dispositifs qui sont mis en place qui vous permettent dans un premier temps de ne pas vous diluer. Et derrière, effectivement, pourquoi pas, si vous avez déjà été voir votre banque pour faire un prêt bancaire, peut-être qu'il faut renforcer vos fonds propres pour derrière faire un nouveau levier. Et c'est intéressant, effectivement, de faire une levée de fonds. Mais c'est une première question à se poser. Ensuite, il est intéressant de faire un diagnostic, de savoir quel montant je dois lever. Effectivement, lever 500 000 euros, lever 1 million d'euros, lever 2 millions d'euros, ce n'est pas la même chose. Et surtout, en face, ce ne sont pas les mêmes investisseurs. On verra derrière la typologie d'investisseurs qu'il y a sur le marché français. Mais en fonction de votre besoin de financement, de votre projet, de la maturité de votre projet, il y a plein d'éléments qui sont pris en compte, auxquels il faut faire un diagnostic au départ. Vous n'aurez pas les mêmes interlocuteurs en face de vous. Et puis derrière, effectivement, savoir, d'un point de vue économique, qu'est-ce que je vais faire de cet argent. Il y a trop de sociétés qui montent d'abord un business plan et qui pensent derrière à la stratégie. Non. D'abord, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je veux faire? Où je veux aller? Quelle est la vision que j'ai de ma société? Le cap que je veux me donner? Et ensuite, on mettra des chiffres dans un Excel. C'est le plus important. Et pas l'inverse. Et enfin, il y a tout l'accompagnement, structurer une levée de fonds, préparer la documentation, identifier les investisseurs potentiels. Ça, c'est un métier. Et il y a beaucoup trop de dirigeants qui pensent qu'ils peuvent le faire tout seuls. Le problème, et on l'a vu assez régulièrement avec Florent, on se rend compte qu'effectivement, ils commencent en levée de fonds et 3 mois plus tard, ils reviennent vers nous parce que là, c'est le bazar. Ils se retrouvent avec 10 investisseurs en face d'eux qui posent les mêmes questions. Il faut répondre aux questions, des questions auxquelles ils n'ont pas forcément les réponses parce que ce n'est pas leur métier. Surtout sur les questions qui concernent les outils de financement qui doivent être mis en place. Et à un moment donné, chacun a son métier. Vous devez diriger l'entreprise. Nous, on est là pour vous accompagner. Des financeurs sont là pour vous donner les moyens de vos ambitions. Chacun son métier. Donc, il est important de bien être accompagné pour structurer cette levée de fonds. Comme je vous le disais un instant, effectivement, le réseau de financeurs, il est très important et donc il faut identifier les dispositifs qui peuvent être mis en place pour vous. À gauche, vous avez toutes les typologies d'investisseurs. Peut-être qu'il en manque parce qu'il y en a toujours qui sortent chaque année. Vous avez les business angels. Les business angels, ce sont donc des personnes physiques qui peuvent vous accompagner au capital, qui investissent généralement à l'amorçage, à la création, voire à l'amorçage de votre société, qui investissent soit parce qu'ils trouvent que votre projet est très intéressant, soit parce qu'ils ont une expertise métier, ils peuvent vous accompagner dans le développement de votre produit, dans le développement de votre projet. Ils investissent aussi parce qu'ils peuvent défiscaliser un peu leur investissement, ça fait partie du jeu. Donc ils sont là pour toutes ces raisons. Derrière, vous avez effectivement des investisseurs, donc en crowdfunding, les fonds d'investissement, les family office, des fonds de société, les fonds de filière. Tous ces investisseurs investissent en capital, mais ont des stratégies d'investissement bien différentes, notamment les fonds d'investissement, puisque vous avez derrière tous ces fonds d'investissement des fonds qui investissent en capital risque, des fonds qui investissent en capital développement, en transmission, en retournement, etc. Et donc chaque fonds a sa stratégie, et dans chaque fonds, il lève ce qu'on appelle des véhicules d'investissement, c'est-à-dire des structures juridiques qui ont des critères d'investissement bien différents entre elles. Donc quand on liste tout ça,
Nous, sur notre plateforme, sur notre outil, plus tout ce qui est financement public, plus tout ce qui est bancaire, on a identifié à peu près 5000 dispositifs de financement. Pas forcément des structures, mais des dispositifs. Oui. Fonds corporate et les fonds filières, c'est quoi? Alors, les fonds corporate, c'est par exemple EDF, Engie, qui a son fonds d'investissement et qui peut soutenir des projets. C'est des fonds qui sont soutenus par des grands groupes, tout simplement. Et les filières, c'est une bonne question, Florent. Les fonds filières, c'est quoi? C'est par exemple la CDC qui a une logique d'investissement dans la Smart Cities ou le Green Tech. C'est ça, tout à fait. C'est des fonds sectoriels. Ok. C'est des fonds sectoriels, tout à fait. Les dépôts, l'État, la BPI, ça peut être aussi des fonds internationaux qui ont cette logique de filière et non pas de projet. Oui, tout à fait. Donc chaque structure, chaque fonds ou chaque typologie d'investisseur a ses stratégies d'investissement qui dépendent souvent de ces critères. Alors il peut y en avoir d'autres, hein, mais les principaux critères, ce sont ceux-là. Bien sûr, le secteur d'activité. Il y a des fonds d'investissement qui investissent dans certaines zones géographiques et pas d'autres. Bien sûr, le besoin de financement. Il y a des fonds qui vont dans ce qu'on appelle le ticket d'investissement. C'est l'argent qu'ils peuvent mettre à votre capital. Certains vont investir entre 500 000 euros et 2 millions d'euros. D'autres entre 1 et 4, etc., etc. Donc il y a des tranches d'investissement en fonction de leur stratégie. Je vous parlais donc de la maturité, de l'implantation. Et dans tout ce qui est venture, donc capital risque, il y a notamment ce critère de rupture technologique. On parle beaucoup trop d'innovation en France. Enfin, beaucoup trop, c'est bien d'innover, mais c'est quoi l'innovation? L'innovation, c'est bien une rupture technologique. Et il y a beaucoup de fonds qui font très attention à ça, comme en critère d'investissement. Et bien sûr, l'attraction commerciale. Certains fonds vont investir dès le départ alors que vous faites 0 € de chiffre d'affaires. D'autres en venture, pourtant c'est du capital risque, vont vous demander souvent de réaliser au moins 50 000 euros de chiffre d'affaires mensuel. Donc ça, il faut le savoir. Ils disent qu'ils investissent à l'amorçage, mais en fait, il faut déjà réaliser du chiffre d'affaires. Donc il faut quand même en avoir conscience. Et puis on a des fonds de capital risque qui investissent avec un chiffre d'affaires. Enfin, il faut que le chiffre d'affaires soit au minimum d'1 million d'euros, par exemple. Donc l'attraction commerciale est clé aussi dans les critères de sélection de ces structures d'investissement. Oui. Ils ont des critères en termes de chiffre d'affaires et pas de BE ou de résultats. Là, si on est suivant la marge qu'on a, si on fait du service ou de la prod. Ça dépendra des fonds. Si vous êtes dans un fonds qui investit ce qu'on appelle le capital développement, donc des fonds qui investissent dans des sociétés déjà matures, ils vont regarder le chiffre d'affaires, mais surtout la rentabilité, parce que vous dégagez déjà de la rentabilité. Ils vont donc regarder ce que vous avez fait dans l'historique, puis les perspectives. Et effectivement, le sujet EBE ou EBIT sera regardé par ces fonds qui, traditionnellement, vont valoriser votre société par un multiple d'EBIT. Je dis bien traditionnellement, il y a plein de méthodes de valorisation, on ne va pas rentrer dans la technique, mais c'est un peu l'idée. Si on est sur du capital risque ou du venture, là c'est un autre sujet. Généralement, vous faites 0 rentabilité au départ, quand vous commencez. Et là, ils investissent sur la croissance, sur les perspectives, sur la vision, l'ambition que vous avez de votre projet, le marché que vous avez en face, et surtout la croissance que vous allez faire. Et derrière, effectivement, vous allez sûrement dégager de la rentabilité. Et si vous devez faire une autre opération capitalistique, à ce moment-là, vous irez sûrement voir des fonds de capital développement. Mais à l'origine, en capital risque, ils ne regarderont pas la rentabilité parce que vous n'êtes pas rentable au départ. Et ça ne peut pas être un des critères de sélection. Le critère, ça va bien être où vous en êtes dans votre projet. Est-ce que vous avez une traction commerciale, c'est-à-dire est-ce que vous avez déjà vendu ou pas? Est-ce que vous avez déjà un carnet de commandes, par exemple? Et surtout, alors, vous savez, on ne l'a pas dit ici, mais un des critères de sélection clés pour le venture, donc pour l'investissement dans les startups, ce sont les hommes. Je ne l'ai pas mis là et c'est très important. Ils regardent les hommes qui portent le projet. C'est clé. Beaucoup plus, on regarde toujours l'équipe dirigeante, mais beaucoup plus au départ. Leur expérience, leur parcours académique, professionnel, est-ce qu'ils ont déjà créé des sociétés ou pas, où ils en sont dans leur développement. Donc ça, c'est plus des critères, c'est plus subjectif, certes, qu'effectivement de voir qu'on dégage 15% de marge d'EBIT, certains, mais ça fait partie des critères de sélection au départ pour des fonds venture.
Derrière, dans la levée de fonds, il y a une donnée qui est clé, c'est le temps. Il est hors de question de se poser la question de lever des fonds 2 semaines avant la rupture de cash. Non, mais on rigole, mais ça arrive. Donc c'est un peu problématique. Donc il faut anticiper sa levée de fonds pour plusieurs raisons. On regarde sa trésorerie où on en est et on se dit, bon là, il faut peut-être que je me bouge parce qu'il faut que je trouve des financements. 2, comme je vous suggère d'être accompagné en amont, il y a un diagnostic à faire, il y a de la documentation à préparer, il y a tout un process à mettre en place et ça prend un petit peu de temps. 3, une levée de fonds. J'ai rarement vu une levée de fonds qui dure moins de 4 mois. Sauf si vraiment la boîte est exceptionnelle, tout le monde se l'arrache. Et effectivement, les fonds vont mettre en place un process très accéléré. Mais un process de levée de fonds, c'est 4 à 6 mois, voire un peu plus. Ça arrive. Donc, quand je vous parle de 2 semaines de rupture de cash, entre anticiper, préparer la doc, faire le process, vous voyez là où ça vous emmène. Un process de levée de fonds, c'est cadencé, c'est rythmé. Au début, effectivement, on prépare la doc, on prépare un mémo qui reprend tout ce que vous avez fait, la genèse du projet, votre modèle économique, votre marché, votre projet de développement, les éléments financiers. On en fait une synthèse, un pitch, un teaser, qu'on envoie après aux investisseurs. Entre les deux, on a donc identifié les investisseurs capables de vous financer. On les contacte. Les fonds d'investissement, comme je vous le disais en préambule, reçoivent énormément de dossiers. Donc eux, en interne, le temps qu'ils prennent le temps d'analyser votre dossier, ils peuvent se passer déjà 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, alors qu'ils sont juste pour passer en réunion d'équipe pour savoir s'ils peuvent instruire le dossier en interne. Derrière, une fois qu'on a identifié des fonds qui sont intéressés par votre projet, à ce moment-là, on rentre dans un process d'échange, de réunion, de management de présentation, où vous venez pitcher votre projet devant les investisseurs pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures, ça dépend de l'intérêt des fonds à votre projet. Derrière, on en fait une sélection, ils vont envoyer des lettres d'intention, on fait une sélection d'un ou plusieurs fonds d'investissement capables d'investir chez vous. Et après, on rentre dans des phases de due diligence où on vient auditer votre société. Alors, quand on est une start-up, c'est des audits flash, mais quand même, il y a un petit process. On rentre dans toutes les négociations de la documentation juridique, le pacte d'actionnaires, un term sheet, un management package, ça peut arriver. Et derrière, il y a le closing. Et toutes ces étapes, c'est chronophage. C'est du temps que vous ne passez pas à développer votre business. Donc c'est là où vous avez besoin d'être accompagné pour structurer, pour vous accompagner, pour gérer les relations, pour fluidifier les relations avec tous les intervenants. Donc la ressource du temps est primordiale dans une levée de fonds. Donc il faut s'y prendre à l'avance. Voilà, très rapidement, je vous ai présenté un peu les contours d'une levée de fonds. Si vous avez des questions, je reste à votre disposition. Florent aussi, on est là toute la matinée cet après-midi. Et puis, par rapport à notre équipe, nous avons nos responsables en région, Guillaume pour l'Île-de-France et Samy pour Auvergne-Rhône-Alpes, qui restent à votre disposition pour échanger avec vous par la suite. Merci. Juste avant de finir, la question qui fâche, vous rémunérez comment ? Au success fees. On n'a rien réinventé. On prend une commission à la réussite du projet. Et donc, on a un barème de success fees en fonction du montant qui est levé. Tout simplement. Merci. Merci Adrien, merci beaucoup. Pour ce premier regard sur les éléments à prévoir pour votre levée de fonds. Et donc je cède la parole à Johan Ribé, donc, qui représente le fonds Sofimac, qui va présenter tout ça et faire un peu une approche de l'investisseur sur ce point-là. Bonjour à tous. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites et je suis totalement en phase avec ça. Johan Ribé, directeur des participations chez Sofimac Région. Parce qu'aujourd'hui, alors j'ai pas de slide, je suis désolé, notre structure est en organisation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un groupe composé de 2 structures, Sofimac Région, Sofimac Innovation, avec d'un côté de l'investissement national et international, dédié à l'innovation. Et de l'autre côté, on a Sofimac Région, dont moi je fais partie,
qui a conservé l'activité historique, puisque l'entreprise existe déjà depuis 40 ans, un peu plus même, et qui intervient en investisseur de proximité sur des thématiques développement, capital risque, reprise transmission et retournement. Donc vraiment, on fait tous les panels qui ont été cités. On a un peu le couteau suisse, acteur de proximité, parce que on intervient en général dans une zone de chalandise, on va dire, à 2 heures, 3 heures de route de notre point. Et aujourd'hui, le siège est à Clermont-Ferrand, mais on a un bureau à Orléans, à Limoges, à Lyon, à Caen. Puis on a quelques petites personnes un petit peu disséminées dans d'autres endroits de la France. Mais on est un multirégional, on n'est pas un national. Ça, c'est clair. Et on a des outils qui, effectivement, et c'est là toute la complexité. Et pour ça, un conseil, ne vous mettez pas à la place de l'investisseur. À la rigueur, vous avez des conseils qui peuvent le faire, mais vous ne le faites pas en tant qu'entrepreneur. Parce qu'on a toute une palette d'outils et c'est à nous de bien comprendre votre projet pour savoir quels outils on va utiliser. Est-ce qu'on est capable de répondre entièrement à la demande ou pas? Est-ce qu'il faut trouver d'autres investisseurs? Parce qu'on fait du co-investissement avec d'autres investisseurs, il n'y a pas de souci. Donc voilà. Donc, on reste intervenant de proximité. Par exemple, par rapport au bivouac, on n'est pas très très loin. On est avenue de l'Agriculture. Donc, c'est pas très dur de venir ici. On n'est pas dans une tour d'ivoire non plus. Et là-dessus, je dirais, on fait des investissements uniquement haut de bilan. Alors, on a un petit outil qui fait du prêt participatif, qui a déjà bien avancé, mais notre cœur de métier, c'est du haut de bilan, c'est de l'intervention en capital, de façon, pour l'instant, tout le temps minoritaire. On n'a que des fonds minoritaires. Ça nous est arrivé de passer majoritaire, souvent avec d'autres investisseurs, dans des situations exceptionnelles, mais ce n'est pas notre vocation, très clairement. Même dans le retournement, on préfère être avec des managers. On n'est pas chef d'entreprise, même si dans l'équipe, on peut avoir des anciens chefs d'entreprise. Nous n'en sommes pas. Moi, par exemple, je suis un affreux financier. J'ai fait tout mon cursus scolaire en tant que financier, même plutôt marché boursier. Ouais, vraiment, j'étais vraiment dans le côté sombre. Mais pour autant, on essaye d'avoir une vision un petit peu entrepreneur, bien évidemment. Ce qui nous intéresse, c'est les projets, c'est pas tant le financement. Mais on ne se met pas à la place de vous. Et on ne se mettra jamais à la place de vous. C'est-à-dire que plus tard, parce que la levée de fonds, c'est bien, mais c'est que le début. Il faut savoir que c'est juste que le début. Il va falloir, au moment de la levée de fonds, préparer notre vision un petit peu de gestion, de cohabitation. Donc là aussi, vous aurez besoin de conseils au niveau juridique. Donc là aussi, je pense, il faut aussi se faire accompagner. Donc ces messieurs peuvent vous accompagner, mais il y a aussi des avocats. Enfin, vous allez avoir tout un... Enfin, vous allez être accompagné, et c'est tant mieux. Et donc là-dessus, nous, on va comment dire, vous accompagner par la suite et prévoir de ne pas être sleeping, c'est-à-dire d'être présent, mais pas trop. C'est-à-dire que l'objectif, c'est pas d'être sur votre dos non plus. Vous savez ce que vous avez à faire. Et à la rigueur, nous, ce qui nous intéresse, c'est surtout vous challenger. Donc on le fera dès le début, mais on le fera aussi par la suite. Et c'est pour ça que, effectivement, l'humain est très important pour nous dans la vision de choix, de sélection de nos dossiers. Mais vous aussi, vous avez une sélection à faire. Et l'humain aussi doit faire partie. C'est-à-dire que si vous vous sentez mal avec l'investisseur en face, ça peut être lié à sa structure, mais ça peut être lié à lui-même. Et honnêtement, si vous êtes parti pour 5 à 7 ans, puisque c'est la durée moyenne en général d'investissement de nos fonds, bon, ça va être très long pour vous si vous vous entendez pas avec la personne. Voire même ça peut être compliqué. Donc voilà. Donc faites aussi votre choix. C'est très important. Quand on peut. C'est pas toujours évident. Faut savoir que sur des thématiques pure capital risque, amorçage, effectivement, il y a quand même pas mal de fonds qui disent qu'ils le font, mais au final, la liste est plus que réduite. Bon, il y a des choses qui se structurent. D'ailleurs, vous avez dans la salle des banquiers haut de bilan qui s'intéressent à cette thématique-là aussi. Donc, on voit de plus en plus d'acteurs finalement s'intéresser et non pas de manière concurrentielle, mais plutôt de manière fédératrice. C'est-à-dire que c'est intéressant, tout l'écosystème commence à travailler sur le sujet. Donc profitez-en, surtout en Auvergne, je trouve qu'il y a une certaine dynamique sur le sujet qui peut être porteuse pour vous.
Voilà, moi j'ai en charge chez Sofimac Région les fonds Jérémy Innovation. Vous avez peut-être déjà entendu parler, qui sont des fonds dédiés à l'innovation. Alors là-dessus, pas forcément de rupture. On s'intéresse au sens plus large. Très clairement, on estime qu'on a des fonds technologie, rupture technologique, et ces fonds-là interviennent. Alors, bizarrement, on n'a pas cité ce cas-là, mais on a des FNA, et FNA, c'est 0 de chiffre d'affaires. C'est l'inverse de tout à l'heure. C'est-à-dire que là, pour le coup, on ne peut pas intervenir si l'entreprise fait déjà du chiffre d'affaires. C'est un peu paradoxal, j'en conviens, mais c'est comme ça. Mais par contre, pour le cas de Jérémy Innovation, c'est un fonds, ce qui est intéressant, c'est un fonds qui est issu d'un programme de fonds publics qui sont amenés par le Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes et l'Europe. On a fait le levier sur des fonds européens. Alors c'était en plus avant la fusion des régions, ce qui fait que l'outil n'est dédié qu'à l'Auvergne. Et les fonds levés, en tout le programme 1 faisait à peu près 54 millions d'euros. Donc ça a permis de créer l'outil Jérémy Innovation 2, qui est un fonds d'innovation, un fonds de capital investissement, capital développement, qui est à peu près de la même taille, et le fonds pré-participatif. Et après le solde, il y a financement des plateformes d'initiatives locales. Voilà. Et donc toute cette manne financière est dédiée à l'Auvergne. Elle a des horizons jusqu'en 2022 en termes d'investissement. Globalement, normalement, on est plutôt sur des horizons 2020 en termes d'investissement haut de bilan en premier ticket, puis après on a une capacité à pouvoir remettre un petit peu. Et donc ce programme-là, ce qui est intéressant, c'est que à la sortie, ce qui sera remonté, pas dans les poches de l'investisseur financier, mais reste pour le conseil régional. C'est-à-dire que même les fonds européens qui ont été levés, et donc on a quasiment un tiers, 2 tiers, un tiers conseil régional, 2 tiers Europe, ce montant-là restera au conseil régional. Donc c'est quand même un sacré levier, et c'est un beau pari, je pense, aussi pour toute cette zone. Voilà, j'ai fait très très court, parce que je ne voulais pas forcément rentrer dans le détail. Mon objectif, c'est pas de montrer forcément Sofimac, c'est aussi même d'avoir une vision des fois un peu généraliste en termes d'investisseurs en capital. Je rejoins pleinement tous les critères qui ont été, ou à peu près ce qui a été évoqué par Finke sur qu'est-ce qui nous interpelle, sur quoi on va se focaliser. Et quels sont les points, on va dire, certains points majeurs qui ne sont pas forcément le financier. Bien évidemment, il y aura le financier à un moment ou à un autre. Mais l'important, c'est la stratégie. C'est vous, c'est la stratégie. Bien évidemment, après, c'est la techno, s'il y en a une, un produit. Et au bout du bout, c'est comment c'est reflété dans les chiffres. Bien évidemment. À un moment donné, on s'intéressera à ce sujet. Mais c'est à la fin. Une question. Au bout de combien de temps après la levée de fonds initiale, vous envisagez avec les bénéficiaires de cette première levée de fonds un potentiel renouvellement de levée de capital? Alors, on a plusieurs cas par rapport à ça. On peut avoir des porteurs de projets qui ont déjà réfléchi à une nouvelle levée de fonds plus tard. De temps en temps, c'est aussi une réflexion qu'on a de manière commune. C'est-à-dire qu'avec les dirigeants, ils viennent nous voir en ayant en tête un certain montant et on leur dit « mais à cette étape-là, on n'arrivera pas à lever autant ». Parce que vous manquez de visibilité commerciale, de maturité, il y a des étapes à franchir, et donc peut-être qu'il faut, entre guillemets, saucissonner l'investissement. Donc là, c'est plutôt une réflexion qu'on a en commun. Et puis, il y a des projets, effectivement, on sait qu'il va y avoir plusieurs levées de fonds, et donc on essaye de prévoir, sans pour autant fixer à l'avance, mais de prévoir quand est-ce que seront les nouvelles levées de fonds. Et quand ça le nécessite, c'est là où il y a un intérêt des fois à co-investir tout de suite. C'est-à-dire pas forcément, même si ça peut dans l'esprit vous dire je vais avoir plus de reporting si j'ai plusieurs investisseurs. Malgré tout, ça vous permet de sécuriser. Si vous savez qu'il va y avoir plusieurs levées de fonds, vous dire on va avoir des partenaires on a plus de chances d'être accompagnés par la suite. Donc voilà, c'est un peu un mélange des fois un peu de tout ça. Sachant qu'il faut bien comprendre qu'on n'est pas en mode non plus
investisseur américain, c'est-à-dire on vous donne le chèque à la fin de la semaine pour payer les salaires. Et c'est un peu ça le modèle un peu américain. Nous, ce qu'on cherche, c'est quand même que vous franchissiez une étape. Et cette étape doit être importante. Alors, si on est dans l'amorçage du produit, c'est finir le produit. Bon, en général, ça s'adresse quand même à des petits tickets. Et puis, nous, on aime bien quand même qu'il y ait une preuve de concept technique quand même déjà avérée. Ensuite, si c'est pour obtenir de la vision commerciale, peut-être que vous allez d'abord rayonner sur une certaine zone. Donc, c'est peut-être cette première phase-là. Et ensuite, un peu le modèle en spirale, c'est-à-dire grossir par la suite, ou attaquer d'abord un pays, et puis après, c'est international. Ça dépend de votre projet. Mais en tout cas, je dirais c'est une réflexion. C'est forcément une réflexion que vous aurez avec les investisseurs au moment où vous cherchez ce montant à lever. Ouais. Petite question, la libération du capital, elle se fait en une fois, en plusieurs fois? En général, nous habituellement, on a essayé une fois de s'engager en plusieurs séquences. Pour tout dire, on s'est retrouvé au tribunal parce qu'on avait mis pourtant un certain nombre de conditions. Les conditions n'étant pas remplies, on a dit non, on ne souhaite pas continuer. Et bon, on s'est retrouvé au tribunal à cause de ça. On a gagné, mais ça ne fait jamais plaisir. Donc on essaye de franchir étape par étape. Donc c'est-à-dire, ok, on vous finance la première étape, ça on s'engage là-dessus, et l'argent est décaissé. Enfin, je veux dire, à partir du moment où on s'est mis d'accord sur le pacte d'actionnaires qu'on a signé, on fait le G et on décaisse tout d'un coup. Ouais. En général, on n'attend pas ou on donne pas non plus des petits bouts. Voilà, c'est ça le principe. On libère tout d'un coup et après, si on met l'argent, c'est qu'on a confiance aussi au dirigeant et qu'il va pas partir du jour au lendemain comme ça. Sur quel est le ticket d'entrée ? Alors le ticket d'entrée, comme évoqué tout à l'heure, ça dépend en fait. Ça dépend des fonds. Parce qu'on a plusieurs véhicules d'investissement. Ces véhicules d'investissement ont des tailles. En fait, pourquoi on a différents... vous allez même d'un investisseur à l'autre avoir des tickets d'investissement différents. C'est assez mathématique, en gros, en général. C'est la taille du fonds. En fonction du fonds, vous avez les règles, on va dire, dans la profession, mais même réglementaire, on a tendance à dire qu'il ne faut pas investir plus de 10% du fonds dans une participation. C'est une règle qui paraît sensée. Eh bien, en fonction de cette règle-là, si votre fonds fait 40 millions ou fait 100 millions, vous voyez que le ticket d'investissement ne va pas être le même. Et en général, on va aussi le seuil plancher, on va aussi le faire en fonction de ça. Donc, un fonds, par exemple, comme Jérémy Innovation, qui fait à peu près entre 14 et 15 millions, son ticket d'investissement, on va dire premier, c'est entre 400 et 600 000. Il est capable de faire des tickets à 200 000. Donc, il y a des sujets qui peuvent le mériter. Effectivement, on sait que c'est une première étape et donc on peut mettre 200 000 euros. Et puis, il y a des tickets qui sont un peu plus structurés. Et là, on peut mettre beaucoup plus. Et on peut mettre 500, 600, des fois 700. Mais avec toujours cette capacité, pourquoi on ne met pas tout de suite, c'est justement parce qu'on est accompagnateur. Et que demain, s'il y a une nouvelle levée de fonds ou si la société en a besoin, on sera capable de pouvoir remettre quasiment la même somme. Voilà. Donc vraiment, c'est en fonction des fonds. Chez nous, on est capable de faire des tickets qui vont de 150 000 à peut-être 3 millions d'euros. Et en plus, on peut faire intervenir des outils ensemble sur des thématiques où la frontière est possible. Et donc, du coup, on peut monter à plus. Et puis, je dirais, quand on le peut, nous, on aime bien aussi partager. Alors, pas partager le risque, c'est pas le risque, c'est l'aventure, honnêtement. Parce qu'on n'a pas une vision, en haut de bilan, on n'a pas une vision de gestion du risque comme peut l'avoir un banquier au niveau de bas de bilan. On a une vision du risque, une analyse du risque, mais pas cette gestion-là. Et donc, du coup, je dirais, on aime bien quand même partager l'aventure. Et donc, les tickets d'investissement, on va s'adapter. Parce que demain, vous recherchez par exemple 500 000, tant on peut mettre 500 000 tout seul, tant des fois on va se dire mais non, mais c'est plus intelligent d'y aller à plusieurs. Donc on va se restreindre, on va mettre un peu moins, mais on va intervenir avec quelqu'un. Quels sont les critères qui vous font juger de cette opportunité d'y aller à plusieurs ? Il y en a plein.
Honnêtement, il y en a plein. De toute façon, je pars du principe qu'on est toujours plus intelligent à plusieurs. Ça, c'est un principe de base. Donc, même quand un sujet ne le mérite pas forcément, je le vois toujours de manière positive. Donc, après, c'est un peu le choix aussi du dirigeant. Nous, on force rien. Dans la présence d'un fonds dans une start-up, c'est pour une durée déterminée. Comment vous voyez les sorties et quels sont les taux de réussite voilà, que vous attendez et quel est l'avis d'une start-up après un fonds? Il y a plusieurs questions en une. Donc, la première, c'est on a des horizons de 5 à 7 ans. Donc, effectivement, on sait qu'on va être pacsé pendant un moment. Donc, c'est le pacte d'actionnaires qui va nous lier. Mais dedans, il y a une petite clause qui s'appelle la clause de liquidité, qui, effectivement, au bout de 5 à 7 ans, alors souvent, nous, comment on l'aborde, il y a une première période où on va se rencontrer et réfléchir à notre sortie. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous faites rentrer un investisseur au capital, vous vous engagez à lui permettre de sortir dans 5 à 7 ans. Si vous ne vous engagez pas là-dessus, il ne viendra pas. Alors après, dans les différentes catégories de fonds, d'intervenants en haut de bilan, par exemple des fonds corporate ont des latitudes à pouvoir intervenir de manière plus lointaine. Un fonds d'investissement, en général, ce sont des fonds. Donc ils ont une durée de vie limitée et on doit avoir une liquidation à la fin pour rembourser nos souscripteurs. Donc nous, en tant que société de gestion, on doit forcément imposer effectivement une sortie. Donc la sortie, c'est d'abord une réflexion avec vous, chef d'entreprise. Comment on fait pour sortir? Est-ce qu'il y a une nouvelle levée de fonds? Est-ce que vous voulez céder l'entreprise? Que sais-je? Et puis, si on arrive au bout du bout, si on n'y arrive pas, en général, c'est un mandat de vente de la société. C'est comme quand vous êtes marié, qu'il y a un bien, il y a une indivision. Au bout d'un moment, si on ne se met pas d'accord, il faut vendre la société. Moi, depuis maintenant à peu près 15 ans que je fais ce métier-là, je n'ai jamais activé la clause de liquidité. C'est-à-dire qu'en général, on arrive toujours à trouver, ou en tout cas à se lancer dans une réflexion avec les dirigeants pour trouver une sortie. Parce qu'en tant qu'investisseur, on sait très bien aussi, on n'est pas bête, que vendre une société alors que le dirigeant ne veut pas la vendre, c'est compliqué. C'est très compliqué. donc voilà. Donc on est un peu pragmatique là-dessus. Ensuite, ce n'est pas du courtage que l'on fait. Donc dans nos clauses de liquidité, il n'y a pas une valeur, il n'y a pas de méthode non plus de valorisation. C'est-à-dire, ça sera à ce moment-là. Alors des fois, on peut faire référence à une clause d'expert choisie en fonction d'un certain nombre, et puis nous on doit donner notre avis, enfin notre accord là-dessus et tout. Mais globalement, ça va être en fonction du marché, de la valeur marché. C'est-à-dire qu'on prend notre risque en tant qu'actionnaire, on rentre à une certaine valeur. Si demain la société a une valorisation de x10, on essaiera d'avoir ce x10. Si elle n'a fait que x2, en termes de valorisation, j'entends, on prendra les x2. Et si on a perdu de l'argent, on prend notre risque. On ne vous demande pas de garantie sur notre investissement. Et donc, on va se prendre notre perte, notre plus-value. Une question, la seconde levée de fonds, c'est pour solder la première en partie ou pas, de manière générale? De manière générale, jamais. Parce qu'en fait, alors c'est un truc que n'aime pas tellement l'AMF, parce qu'on est quand même agréé à l'AMF et on tient à le conserver, cet agrément. Si on ne l'a pas, on ne peut pas faire notre profession. C'est aussi simple que ça. Globalement, l'AMF n'aime pas, et c'est logique, d'être dans des schémas où un fonds nouveau va remplacer un fonds ancien. Pourquoi? Parce que par le passé, il y a eu pas mal de cavalerie là-dedans. Le fonds nouveau crée la valorisation du fonds ancien, et puis ainsi de suite. Et puis le dernier, par contre, lui, à un moment donné, il va tomber. Donc, on essaie de ne pas le faire. Ça peut arriver, parce que le projet nécessite une nouvelle levée de fonds, et il y a des nouveaux entrants, des nouveaux tiers entrants, et c'est sur des montants plus significatifs. Et là, finalement, on peut avoir notre rôle, pour le coup, pas forcément leader, mais plutôt suiveur, et donc d'intervenir. Mais on n'est pas l'élément important de la sortie de nos actions. On n'est qu'un contributeur marginal d'une nouvelle levée de fonds. Ça peut s'envisager. Mais il ne faut pas compter sur nous pour nous sortir nous-mêmes. En gros, c'est le message. Et il y avait, sur la fin de votre question,
parce que j'essaie de me rappeler de tout, sur l'après. Donc, une fois qu'on est sorti, moi, dernière sortie que j'ai faite, c'est un industriel qui nous a sorti, qui a pris notre place, qui a réinjecté de l'argent dans la société, et la société continue sa croissance de manière assez importante. Donc, ça se fait sur le moment, c'est pas facile parce qu'effectivement il y a des discussions. Le dirigeant est un peu au cœur de ça parce que d'un côté il veut sortir ses actionnaires existants, et d'un autre côté il veut faire rentrer. Il est entre les deux, entre le marteau et l'enclume, donc c'est pas si simple. Mais au final, il n'y a pas eu d'impact sur la société. C'est moins le cas si on est sur de la cession majoritaire, bien évidemment. Mais c'est logique. C'est-à-dire qu'on sort en même temps que les dirigeants, ou le dirigeant vend une partie, mais qu'une partie, il reste dans l'entreprise, mais il devient minoritaire. Bien évidemment, il y a un changement dans l'entreprise. Mais il est pour le coup, en général, souhaité et accepté par le dirigeant. Parce que l'objectif derrière, c'est c'est le principe de dire, des fois, il vaut mieux avoir 30% de quelque chose qui se développe très fortement que 90% d'une chose qui se développe très moyennement, quoi. Voilà. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à cette question, mais c'est très difficile à décrire. Hein. Le après, en règle générale, un dirigeant, de ce que je vois, un dirigeant qui a été accompagné par un fonds d'investissement, soit il sort en même temps que lui, soit il va trouver un autre investisseur, quelle que soit sa forme, hein, ça peut être un industriel, mais ça peut être aussi un investisseur institutionnel, mais il va vouloir conserver ce conseil à ses côtés, ce facteur un petit peu challengeant. Donc je pense que en général, il y a un vide, et le vide, il est remplacé. Oui, vous est arrivé d'accompagner des startups qui ont tellement connu de croissance qu'à un moment, le dirigeant, on l'a vu là récemment dans des startups au niveau national, enfin même international, les CEO sont sortis d'eux-mêmes parce qu'ils disent je suis pas capé pour moi faire scaler ma startup à l'international ou autre. Ça vous est arrivé dans les participations que vous avez eues ? En général, ça se traduit par une cession, en fait, tout simplement. C'est-à-dire quand on commence à toucher des sujets très importants et quand il y a une belle dynamique, en général, le dirigeant n'a pas envie forcément de partir. Honnêtement, la plupart du temps, ça va être plutôt une nouvelle levée de fonds ou ça va être un adossement minoritaire ou presque majoritaire, mais significatif auprès d'un industriel pour faire plein feu. Et le CEO reste dans l'entreprise. Et souvent, d'ailleurs, c'est une clé. Moi, je trouve la plupart du temps, les CEO restent dans l'entreprise. Parce que c'est aussi un garant de ce qui s'est passé, parce que c'est une aventure humaine. Enfin, vous le savez tous. Donc, il y a une question liée, les recrutements d'hommes clés. Il y a des fonds qui investissent pour placer des hommes, entre guillemets, alors, de manière bienveillante ou malveillante. Mais j'ai l'exemple de fonds qui intervenaient sous condition de OK, mais le directeur R&D, peut-être pas, mais le commerce à l'international, voilà, vous en recrutez un, c'est pas vous, on vous accompagne pour ça, on vous aide, ou si vous allez dans tel pays, on vous aide. Vous avez tout ça, les gens ? Alors, ça dépend des. Là, on parle de levées de fonds qui commencent à devenir significatives. Sinon, sur des levées de fonds de moins de 500 000 euros, c'est pas le cas. Sur des levées de fonds significatives, on peut avoir des exigences en termes de management, d'hommes clés, d'implication d'hommes clés, c'est-à-dire qu'on peut aussi avoir des hommes clés qui sont déjà dans l'entreprise mais qui ne sont pas impliqués, enfin intéressés par exemple au capital. On va avoir tendance à avoir une discussion avec justement les fondateurs pour dire mais si c'est un homme clé, il faut peut-être aussi trouver un moyen de l'impliquer encore plus. Donc il y a des systèmes pour ça justement. Mais je dirais l'un dans l'autre, on peut avoir des exigences, mais je dirais après ça dépend de l'investisseur. Il y a des investisseurs effectivement qui sont d'ailleurs fonctionnent majoritaires. Eux ils viennent avec leur manager de transition. Ils viennent avec leur manager. Ils ne se posent pas la question, ok, vous connaissez la technique, vous allez vous occuper de la R&D. Par contre, l'opérationnel, la direction, tout ça, j'ai mon équipe. Il y en a qui fonctionnent comme ça. Il y en a d'autres, alors de manière aussi, c'est pour ça qu'il faut se faire accompagner, je pense, c'est que nous, par exemple, avec un porteur de projet, alors c'était une participation. Déjà, on était actionnaire. On cherchait à faire une levée de fonds.
on a discuté avec un fonds d'investissement qui trouvait le sujet très intéressant et voulait mettre une personne dans la boucle de la société, qui un peu en satellite autour du dirigeant, qui pouvait apporter son lot de réseau, d'intérêt. Bon, pourquoi pas? Et puis quand on a commencé à rentrer dans le dur du juridique, là on a vu le dirigeant être sur un siège éjectable. Et là on a mis un warning et on s'est mis, alors c'est un exemple, hein, mais on s'est mis du côté du chef d'entreprise. On était ensemble, on était déjà sur le même bateau et on a dit non, ensemble, en disant non, c'est pas possible. Nous on croit aux porteurs de projets, on connaît pas votre personne et on n'a pas envie que le dirigeant soit viré du jour au lendemain et que vous mettiez votre homme. C'est pas vous qui avez les manettes de l'entreprise. Donc il faut être conscient qu'effectivement ça existe. Ça nous est arrivé aussi de devoir, avec d'autres investisseurs, je disais tout à l'heure, prendre la main sur des sociétés, mais c'est des circonstances en général exceptionnelles. Et c'est rarement sur des entreprises qui font comme ça. C'est plutôt comme ça. Bon. C'est bon ? Vous co-investissez avec d'autres fonds potentiellement et il vous arrive de co-investir avec des industriels en face ? Alors, de quoi investir avec des industriels ? Pas forcément. Parce qu'en face. Enfin, en face, pardon. Avec. Des fois, ils sont en face. Mais... Le feedback qu'on a depuis quelques mois, c'est souvent les fonds ne sont pas très compatibles avec des industriels qui interviennent en direct, pas qui passent par. Non, la plupart du temps, c'est vrai que c'est compliqué. Parce qu'un investisseur institutionnel, il a une durée d'accompagnement qui est limitée dans le temps. Il a une vision qui repose quand même grandement sur aussi le chef d'entreprise. Donc l'institutionnel comme nous, il a cette vision-là. Un industriel, lui, c'est un peu différent. C'est-à-dire il peut rester plus longtemps. Il a sa propre vision du marché aussi, de ce que ça peut avoir un impact pour lui-même. Parce qu'en général, il a une stratégie associée à ça. Et donc, il faut que ça coïncide avec l'investisseur institutionnel. Donc, il y a des cas où ça marche, et puis il y a des cas où ça ne marche pas. Mais c'est important, dès le début, avant qu'on fasse l'aventure ensemble, qu'on le sache. Donc, ça nous arrive d'intervenir en même temps qu'un industriel, ou il y a déjà un industriel, ou l'industriel vient après, mais on ne sort pas forcément. Donc, effectivement, ça nous est arrivé. Là, il y avait eu, il y a de ça maintenant un petit moment, mais sur Exotic System, on en a deux. Donc, et ça se passe très bien. On est toujours circonspect. Si on le sait au départ, comme a dit Johan, ça peut être parce que le projet il est monté comme ça et on sait que notre sortie sera justement sur celui-là. Mais il faut que tout se passe bien. Parce qu'une fois qu'ils sont dedans, on se prive tous les autres industriels du secteur. Donc, et ça, nous, on s'en prive en tant que minoritaire. J'ai envie de dire, c'est vous, le majoritaire, qui êtes le premier privé. Donc c'est vraiment c'est un sujet sensible. Et alors, quand c'est pendant, c'est-à-dire qu'au bout d'un an, au bout de 2 ans, le sujet s'aborde, pour l'avoir vécu. Alors là, on a connu du pire et du meilleur, et c'est très sensible. On est forcément, on est comme vous, quand nous on rentre, vous cherchez relativement à préserver votre valeur. Nous, une fois qu'on y est, on va chercher également à préserver notre valeur. Et un industriel, s'il y a un dessin, un vrai projet, un engagement, etc., à voir, si ça a du sens aussi. Mais après, le danger, c'est d'avoir fait, pour parler un peu... vraiment faire rentrer le loup dans la bergerie et qu'on soit tous collés avec quelqu'un qui, bien qu'il ait une minorité, on peut faire peur à, encore une fois, tous les autres industriels du secteur à qui, à un moment donné, on pourrait, l'un comme l'autre, vouloir chercher une équipe. C'est juste. C'est vrai qu'il y a une très forte réflexion sur le sujet de votre part, de notre part, et qu'on doit, je dirais, avoir ensemble, parce que c'est lourd d'implication derrière. Mais ça peut marcher, comme ça peut ne pas marcher. Et quand ça ne marche pas, ça peut foutre en l'air le projet. Hein. Donc faut y réfléchir. Peut-être une question en termes de suivi. C'est quoi? C'est une présence aux AG
Un petit peu plus que ça. Un petit peu plus. Vous ne verrez pas qu'une fois là. Et surtout comme liberté au niveau du dirigeant. Alors, effectivement, il y a les deux sujets, mais ils sont un peu liés, effectivement. Déjà, premièrement, on intervient. Je vais d'abord commencer par la deuxième partie de la question, parce que finalement, elle va répondre à la première. C'est que, effectivement, on a ce rôle d'accompagnateur. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on est présent à vos côtés. Donc, vous avez besoin de nous appeler, vous avez besoin d'avoir une réflexion particulière, vous nous appelez. Bon, on évite à minuit, bien que des fois, j'ai des dirigeants qui sont aux États-Unis, et donc forcément, ça décale un peu les choses. Mais on essaie d'être présent. Donc, déjà, c'est beaucoup de communication. Deuxièmement, c'est effectivement dans le côté un peu réglementaire des choses, on met en place un organe. Alors, ça peut être un organe de décision comme un conseil d'administration, auquel cas on siège, mais on est minoritaire, hein, je vous rappelle. Donc, on n'est pas en train de vouloir avoir la main sur le conseil d'administration. Et ça peut être des comités qui ne donnent pas un accord, mais un avis. Ça dépend des tickets d'investissement, là. En général, quand on est sur des gros tickets, on va être présent au conseil d'administration. Et quand on met des tickets un peu plus petits, on va plutôt avoir un rôle de donner un avis. Okay ? Et donc, ces conseils ou ces comités-là, en général, se réunissent au moins une fois par trimestre. L'objectif, c'est d'avoir au moins, moi je pense, c'est comme ça qu'on fonctionne, avoir une réunion physique par trimestre, et plus si affinité et si besoin. Et en général, c'est pas forcément nous qui sollicitons cela, c'est plutôt les dirigeants. Puisque effectivement, il y a une problématique, il y a un sujet, il faut qu'on en parle. Alors, des fois, la proximité fait qu'on peut rapidement organiser un rendez-vous même physique pour discuter de ce sujet-là. Et ça ne se passe pas toujours dans nos bureaux, ça peut se passer chez vous. Ça dépend après des sujets. Mais oui, il y a une demande forte de vivre un petit peu l'aventure que vous avez, mais ne pas être non plus... on n'est pas un opérationnel de la société, donc voilà, on ne s'immisce pas dans la gestion, tout ça. Et en termes de reporting... je dirais l'objectif, c'est justement dans un premier temps, c'est s'assurer que vous ayez les outils pour bien gérer votre société. Finalement, c'est pas des reporting d'abord pour nous, c'est d'abord pour vous. Et après, effectivement, bien évidemment, une fois que vous avez des données qui vous permettent de savoir votre activité, la trésorerie, le pipe commercial, par exemple, ces différents outils-là, il est facile de nous les transmettre. Mais il faut d'abord, dans un premier temps, que vous les ayez. Parce que si vous les avez pas, ça veut dire que vos outils de pilotage sont pas assez bons. Ouais. Et on fait beaucoup d'erreurs sans ça. Mais on est présent aux AG aussi. Pour voter. On a fait le tour des questions. Bien, on va remercier donc Johan et puis Adrien et Florent pour